À Paris, la journée se termine comme tant d'autres. L'air demeure doux, l'automne pose une couche de calme sur la capitale. Dans les 10e et 11e arrondissements, les terrasses se remplissent, on se retrouve, on parle fort, on rit, on commande un dernier verre. Un vendredi soir normal. Au Stade de France, la lumière s'allume sur 80 000 spectateurs venus pour France-Allemagne. Le protocole est en place, les contrôles sont serrés, la sécurité visible. Le président François Hollande est en tribune, entouré de ministres et d'officiels allemands. Les caméras cadrent les visages, l'échauffement glisse sur le gazon, les bruits dans les gradins montent en nappe. Tout respire la fête maîtrisée. Plus loin, au sud-est, le Bataclan se prépare. Les Eagles of Death Metal attirent environ 1500 fans. On se bouscule aux portes, on plaisante sur les chansons à venir, on vérifie son billet, on cherche ses amis. C'est un vendredi soir de musique, d'une insouciance simple. Bonjour, une édition spéciale de ce journal de 13h, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. Des hommes lourdement armés ont attaqué le siège du journal Charlie Hebdo. À Paris, porte de Vincennes, avec une prise d'otage d'une épicerie cachère. Cette fois, il s'agissait notamment de l'auteur de la fusillade qui avait eu lieu à Montrouge hier et qui avait coûté la vie à une jeune policière municipale. Janvier 2015 a laissé une brûlure. Charlie Hebdo, l'hypercachère, des policiers tués, des civils assassinés. Une marche immense a suivi l'émotion, a étreint le pays. Août, dans le Thalys, Amsterdam-Paris. Une attaque évitée de justesse rappelle que la menace circule. À des milliers de kilomètres de Paris, en Syrie et en Irak, Daesh est à son apogée. Abou Bakr el-Baghdadi appelle à frapper l'Occident, la France en particulier, engagée dans la coalition. Septembre 2015, Paris annonce des frappes sur le sol syrien. Dans la propagande djihadiste, la France devient une cible prioritaire. Ce soir, les Parisiens continuent à vivre. On dîne, on trinque, on se rend à un concert. Mais dans l'ombre, des silhouettes s'apprêtent pourtant à passer à l'acte. Depuis Bruxelles, des voitures ont pris la route quelques heures plus tôt, chargées d'hommes lourdement armés. La cellule commanditée par Daesh a choisi Paris, vendredi 13 novembre. Saint-Denis s'illumine. Les travées du Stade de France se remplissent lentement, familles, groupes d'amis, supporters. Les portiques bipent, les sacs s'ouvrent, les stadiers fouillent. Les forces de l'ordre circulent en gilet. Des équipes en civil se mêlent à la foule, des unités cynophiles attendent à l'écart, des véhicules banalisés couvrent les accès. À l'intérieur, le terrain baigne sous les spotlights des projecteurs. Les joueurs s'échauffent, les caméras testent les plans, les micros captent le brouhaha. Tout paraît ordonné. Dans un local discret, le PC sécurité suit la foule sur les écrans. L'idée toujours la même, repérer sans effrayer et agir sans déclencher de panique. Les hymnes résonnent dans le stade. L'arbitre siffle, le match commence. Les 80 000 voix respirent au même rythme. Dehors, porte D, un homme observe. Ils se font dans le flux des supporters retardataires. À 21h16, un claquement sourd déchire la banlieue nord. La première explosion retentit à l'extérieur du stade, près de la porte D. À un autre accès, un vigile demeure en poste, tandis que ses collègues convergent vers le point d'explosion. Il repère un homme en doudoune noire, multipliant les allers-retours. Il s'interpose, refuse l'entrée. L'individu recule de 2 pas et déclenche sa ceinture d'explosifs à l'extérieur. Au même moment, sur la pelouse, Patrice Evra contrôle le ballon. La détonation fait trembler le stade. Les caméras captent le contenu. Barrez-vous! Il y a des attentats! Le souffle, le projette. Un spectateur meurt derrière lui. Ce sera la première victime de ce 13 novembre. François Hollande est mis au courant des explosions. Le président est exfiltré des tribunes vers le PC sécurité, puis évacué. Autour du stade, les gyrophares se multiplient. Les équipes médicales convergent. Pour les assaillants, ce n'est que le début. Dans le stade, une décision lourde est prise. Ne pas interrompre immédiatement la rencontre pour éviter une ruée incontrôlable.
À 21h53, à une autre entrée, un homme se présente sans billet. Refus net du vigile. Quelques instants plus tard, le camion se fait exploser sur le parvis du Stade de France. Grâce au stadier, à 3 reprises ce soir-là, la frontière entre l'enceinte et les abords sauve des milliers de vies. Où l'on parle, lors de ce match France-Allemagne, des explosions ont été entendues à l'extérieur du Stade de France. 3 explosions, a priori, près de l'enceinte, à proximité de Et Paris. pendant que le match se poursuit sous contrôle, pour éviter le chaos, d'autres véhicules filent vers les rues animées des 10e et 11e arrondissements de Paris. Là-bas, la nuit va s'ouvrir comme une série de plaies. À 21h20, à quelques kilomètres du Stade de France, Paris ignore encore les explosions de Saint-Denis. Dans les rues animées du 10e et 11e arrondissement, la vie continue. C'est un vendredi soir typique. Les rires couvrent les moteurs, les verres teintent sur les tables, l'air reste doux. Les gens profitent de ce moment suspendu. Dans le quartier de la rue Alibert et de la rue Bichat, la soirée bat son plein lorsqu'une Seat noire ralentit à un carrefour. À bord, plusieurs hommes. Leurs visages sont calmes, les phares balayent les façades et s'arrêtent sur 2 établissements, le Carillon et le Petit Cambodge. Séparés par la rue, les armes se lèvent. Soudain, des rafales éclatent. Le bruit est sec, mécanique. Les vitres explosent, les chaises basculent, les verres éclatent. Les conversations s'interrompent dans un vacarme de guerre. Les balles traversent la terrasse. La rue devient un champ de bataille. Au Carillon, des cris appellent au secours. L'odeur de poudre flotte dans l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Quelques rues plus loin, le même véhicule ralentit de nouveau, rue de la Fontaine-au-Roi. Le bar La Bonne Bière. La terrasse est pleine. Les assaillants ouvrent le feu sans un mot. Les vitres explosent. Le sol se couvre de verre. Les clients se jettent sous les tables. D'autres rampent vers l'intérieur. Un homme blessé tente de se relever. Un ami le tire à l'abri. Des cris fusent. « À terre, couchez-vous !» Puis la voiture repart. Rue Charonne, le restaurant La Belle Équipe. La soirée y est joyeuse et les armes claquent à nouveau. Ça tire, hein. Ça tire, gros. Gros, ça tire, recule. Pas prendre une balle perdue, gros. Je les vois, ils sont devant. Qu'est-ce qui tire? C'est un attentat, tu crois? Ouais, ça tire à la calache, non? Une pluie de balles s'abat sur la terrasse. En quelques secondes, 21 personnes sont tuées. Allô, Samy de Paris, bonsoir. Oui, bonjour monsieur. Il vient d'y avoir une fusillade rue de Charonne. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Charonne, d'accord. Est-ce qu'il y a des blessés? Je sais pas, je suis pas devant. Il y avait un homme avec une mitraillette. Il a tiré sur tous les gens qui étaient dans le bar. Il faut envoyer les secours immédiatement, monsieur. Les survivants se réfugient à l'arrière, se cachent sous les tables ou s'agrippent les uns aux autres dans un silence de terreur. Enfin, boulevard Voltaire. Un autre terroriste agit seul. Il entre dans le comptoir Voltaire, commande un café, s'assoit quelques secondes, puis déclenche sa ceinture explosive. L'explosion souffle les vitres, projette des éclats de métal et de verre. Le kamikaze est mort. Autour, les personnes sont grièvement blessées. En moins de 20 minutes, Paris est frappé en plusieurs points. Le 10e et 11e arrondissement deviennent des zones de guerre. Les appels au secours saturent. Les policiers reçoivent des informations contradictoires. Fusillades, explosions, plusieurs lieux attaqués. Samu ? Ouais, Christophe, au Samu de Paris, je suis ambulancier. Tu peux me passer ton régulateur, s'il te plaît ? C'est pourquoi? Écoute, on vous met en alerte parce que sur Paris, ça pète. Je sais pas si t'as entendu parler. On a plusieurs fusillades à plusieurs endroits. Je sais pas, on sait pas trop. C'est des mecs qui circulent en bagnole, qui tirent sur tout ce qui bouge. Les mecs sont toujours pas arrêtés. Ils sont mobiles. Je te mets en préalerte à la demande de mon régulateur. Ça roule ?
Personne ne comprend encore qu'il s'agit d'une attaque coordonnée, méthodique, d'une ampleur inédite. Mais les commandos n'en ont pas fini. Leur dernière cible les attend un peu plus loin. Boulevard Voltaire, la salle de concert du Bataclan. Il est 21h40. Dans la salle du Bataclan, la fête bat son plein. La lumière pulse. La musique est forte. La foule danse, chante, applaudit. Les 1500 spectateurs sont là pour les Eagles of Death Metal, serrés dans la fosse, sur les balcons, autour du bar. Un vendredi soir d'insouciance, une parenthèse de joie. La chanson Kiss the Devil commence quand les portes s'ouvrent brutalement. 3 hommes entrent, leur kalachnikov crépite. Les premiers rangs s'effondrent avant même de comprendre. Quelques secondes d'incrédulité, certains croient à un effet de scène, puis la panique. La salle entière comprend que ce ne sont pas des pétards. Les balles frappent sans pause. Des survivants se couchent, immobiles, se couvrent de sang pour feindre la mort. D'autres rampent vers les sorties. Certains se cachent dans les toilettes, d'autres sous les fauteuils, serrés les uns contre les autres, tétanisés. Parmi eux, les vigiles du Bataclan font face au chaos. Certains ouvrent des portes dérobées, d'autres guident les spectateurs vers l'extérieur, couvrant les fuyards de leur corps. Un responsable de la sécurité parvient à déverrouiller une issue latérale. Sous les tirs, il fait les allers-retours entre la fosse et la sortie, hurlant aux gens de courir. 200 personnes environ doivent leur survie à son sang-froid. Qu'est-ce qui se passe ? Sur les balcons, des spectateurs cherchent à fuir. Certains forcent les fenêtres, d'autres se suspendent aux corniches. Dehors, des passants filment sans pouvoir détourner les yeux. Des silhouettes pendent dans le vide, agrippées au rebord, suppliant qu'on les remonte. À 21h50, les premières voitures de police arrivent au boulevard Voltaire. Moi je peux que retransmettre, là j'ai des policiers... Les premiers à intervenir sont 2 policiers de la BAC de nuit. Ils ont entendu l'appel radio et pénètrent les premiers dans le Bataclan. Pas de gilets lourds, seulement leurs armes de service. Le commissaire ouvre le feu. L'assaillant explose. C'est la première riposte armée à l'intérieur du Bataclan. Un acte presque suicidaire mais décisif. La tuerie massive s'arrête net dans la salle. Le raid et la BRI sont appelés. Chaque minute compte. Les forces de l'ordre encerclent la salle, bouclent le quartier. Les 2 autres se replient à l'étage, dans un couloir, entraînant avec eux 11 otages. Là commence une attente insoutenable, longue de plus de 2 heures. Les prisonniers sont serrés contre les murs de cette pièce exiguë, sous la contrainte des kalachnikovs et des ceintures d'explosifs. Des micros dans le Bataclan ont permis d'enregistrer une conversation entre les terroristes et les otages. Ouais, le premier qui bouge et qui ne fait pas ce que je dis, je lui mets une balle dans la tête. Est-ce que c'est clair? Vous voulez un exemple? C'est clair? Celui qui essaie de faire le justicier, je le tue. Est-ce que c'est compris? Je ne le répète pas 2 fois. Vous en prendrez à votre gouvernement français. D'accord? Et envoyez leurs troupes dans les pays des musulmans. Assieds-toi, toi. Avec des bombes et des missiles, tu tues des femmes et des enfants sans distinction. Aujourd'hui, l'heure de la revanche est arrivée. Comme ils font, on leur fait. C'est exactement ça. Dehors, les rues sont noires de véhicules de police et d'ambulances. Les journalistes affluent, les familles appellent sans relâche, les réseaux saturent. À l'Élysée, François Hollande réunit ses ministres. Le président apparaît à la télévision, visage fermé. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises.
L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Dans une prise de parole exceptionnelle, l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire. Une première depuis la guerre d'Algérie. Les contrôles aux frontières sont rétablis, les rassemblements interdits, les forces armées déployées. Qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Peu avant minuit, le RAID et la BRI prennent position. Les terroristes tirent par intermittence vers les policiers postés, à l'angle du boulevard Voltaire et de la rue Saint-Pierre-Amelot. Chaque tir résonne entre les façades, fait sursauter les otages. Les forces d'élite évaluent les risques. Impossible de négocier, il faut frapper. À minuit 20, l'assaut est lancé. Les détonations emplissent le couloir. La fumée envahit l'air. Acculés, les terroristes tirent en direction des policiers. La BRI réplique, elle tue l'un d'eux. Le deuxième se fait sauter avec son gilet. Les otages, sourds, hagards, survivent. Le Bataclan est repris. 90 morts, des centaines de blessés. La salle de concert est devenue un champ de guerre. Dehors, les survivants sortent au compte-gouttes, incapables de parler. Les brancards s'alignent, les sirènes se répondent. Paris comprend peu à peu l'ampleur du drame. Cette nuit-là, le Bataclan devient le symbole absolu de la barbarie. Un lieu de musique transformé en tombeau. Pour les rescapés, pour les familles, pour la France entière, il restera à jamais le lieu d'une nuit où la vie a basculé dans l'horreur. Dans les bars, les lieux de fête, la population est cloîtrée. Au Stade de France, les spectateurs sont confinés. Ils se réfugient sur la pelouse et ils seront autorisés quelques heures plus tard à sortir du stade. Sur les réseaux sociaux, les appels se multiplient. Des avis de recherche sont relayés. Et un mot-clé, simple, solidaire, commence à circuler. Porte ouverte. Des Parisiens ouvrent spontanément leurs portes à des inconnus piégés dehors. Offrent un refuge, un verre d'eau, un canapé, un peu de calme dans la panique. L'aube finit par se lever. Une ville méconnaissable. Dans les lumières froides du matin, Paris découvre l'ampleur du drame. 130 morts et plus de 400 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire française depuis la Seconde Guerre mondiale. Peu à peu, les visages des victimes apparaissent dans les journaux, sur les écrans. Des jeunes, des couples, des étudiants, des amoureux, des familles. Des vies simples, des vies ordinaires, fauchées dans un moment de joie. À travers le monde, les réactions se multiplient. Barack Obama parle d'une attaque contre l'humanité. Once again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Les monuments s'illuminent en bleu, blanc, rouge. Dans les places, des milliers de personnes se rassemblent en silence, bougies à la main. Paris pleure, mais n'est pas seul.
Les titres des journaux s'affichent en une. L'horreur à Paris. Guerre au cœur de la capitale. La France frappée en plein cœur. La stupeur laisse place à une émotion plus vaste. Mais aussi une solidarité immédiate. Dans les hôpitaux, les files s'allongent de donneurs de sang. Les anonymes déposent des fleurs, des bougies, des dessins sur les trottoirs encore tachés de sang. Ce samedi-là, Paris est une ville meurtrie, sidérée, figée dans le silence. Mais au lieu de la douleur, une conviction naît. La France entière a été touchée. Et dans ce drame, le monde entier regarde, solidaire, une nation qui se relève, une ville qui, malgré la peur, refuse de s'effondrer. Dans les jours qui suivent les attentats, la France entière retient son souffle. Les visages des tueurs circulent. Et parmi eux, un revient sans cesse, Salah Abdeslam. L'unique survivant des commandos du 13 novembre. Salah erre dans Paris pendant plusieurs heures. Vers Montrouge, il abandonne sa ceinture d'explosifs dans une poubelle. Peu après minuit, Salah appelle ses complices à Bruxelles. 2 amis d'enfance partent le chercher à bord d'une Golf noire. Ils roulent de nuit, traversent les contrôles, atteignent Paris. Salah les rejoint. La tension est extrême, le pays est quadrillé, les routes surveillées, les barrages se multiplient. La voiture prend la direction du nord. 2 fois, elle est arrêtée par la police. Une première fois à Cambrai, une seconde près de la frontière belge. Mais les contrôles sont rapides. À ce moment-là, les autorités ne connaissent pas son identité. Salah, recroquevillé sur la banquette, garde le silence. Les policiers le laissent repartir. Salah Abdeslam vient d'échapper à la plus grande chasse à l'homme de l'Europe moderne. Un autre nom revient sans cesse. Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé du commando. Les enquêteurs le pensent encore caché à l'étranger, peut-être en Syrie ou en Belgique. Mais en réalité, il est tout près, dans la région parisienne, à quelques kilomètres du lieu même où la nuit du 13 novembre a commencé. C'est une femme, connue sous le nom d'emprunt de Sonia, qui va changer le cours des choses. Sonia est une femme ordinaire, qui a voulu aider une fille perdue, Asna Haït Boulassen. Mais cette amitié va la placer au cœur de l'histoire. Car Asna, ce soir-là, parle trop. Elle évoque des hommes en fuite, des plans, un appartement prêt à les accueillir. Et parmi eux, Abdelhamid Abaoud lui-même. Sonia comprend ce qu'elle vient d'entendre. Elle hésite, a peur des représailles. Mais après les massacres de Paris, elle ne peut pas se taire. Elle prend son téléphone, compose le numéro d'urgence mis en place par la police et raconte tout. Une adresse précise, 48 rue du Corbillon à Saint-Denis. Les autorités décident d'agir immédiatement. Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2015, Saint-Denis dort encore. À 4h16, l'assaut commence. Un vacarme assourdissant déchire la nuit. Des rafales, des explosions, des vitres qui éclatent, des murs qui tremblent. Les habitants terrifiés croient à un bombardement. Le trio résiste, tire sans relâche. À un moment, une explosion secoue tout l'immeuble. C'est Akrou qui vient de se faire exploser. Le souffle arrache les fenêtres, fait vibrer les façades du quartier. Asna Haït Boulassen meurt, elle est victime de la déflagration. L'assaut dure près de 7 heures. Les corps sont retrouvés, méconnaissables. Les analyses confirmeront qu'Abdelhamid Abaoud est mort. Mais tout n'est pas terminé, car il manque toujours Salah Abdeslam. Pendant des semaines, son nom devient une obsession. Les chaînes d'infos diffusent son visage en boucle, les affiches fleurissent dans les commissariats. Sa fuite dure 4 mois. 4 mois de rumeurs, de fausses pistes, d'espoirs déçus. Et à chaque jour qui passe, une question. Prépare-t-il un nouvel attentat ?
Le 15 mars 2016, dans la commune de Forest, près de Bruxelles, une perquisition est lancée dans ce qui devait être un appartement vide, mais derrière la porte, les policiers tombent sous une pluie de balles. Une fusillade éclate, 3 agents sont blessés. Au milieu du chaos, un homme parvient à s'enfuir par les toits. Quelques heures plus tard, confirmation, c'était Salah Abdeslam. 3 jours plus tard, le 18 mars 2016, l'étau se referme. Le quartier de Molenbeek est bouclé. Des dizaines de véhicules blindés bloquent les rues. Les habitants sont sommés de rester chez eux. Au 79 rue des 4 Vents, la police encercle une maison où Salah s'est réfugié avec 2 de ses complices. L'assaut est lancé. Des coups de feu éclatent. Les forces spécialisées progressent mètre par mètre. À l'intérieur, Salah tente de s'enfuir, tire, mais est touché à la jambe. Quelques minutes plus tard, il est maîtrisé, menotté, extrait de la maison. Les policiers l'escortent, cagoulés, armes pointées. Les caméras captent la scène. Avec la mort d'Abaou et la capture de Salah Abdeslam, la cellule responsable des attentats du 13 novembre est démantelée. Mais pour la France, ce n'est pas la fin. Et bientôt le pays va devoir faire face à un autre moment, celui de la mémoire et de la justice. Retour en novembre 2015. Le 27 novembre, 2 semaines se sont écoulées. Paris vit dans la sidération. Ce matin-là, la France s'arrête. Dans la cour d'honneur des Invalides, le silence règne. Pas de musique au début, pas d'effet de cérémonie. Seul le froid, le ciel gris et des visages fermés. Le président François Hollande s'avance. Sa voix résonne dans la cour glaciale. Vendredi 13 novembre. Ce jour que nous n'oublierons jamais. La France a été frappée lâchement. La nation tout entière, ses forces vives, pleurent les victimes. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Il appelle la nation à rester debout, à ne pas céder à la peur ni à la haine. Son discours est simple, sans emphase. Dans les rangs, certains pleurent, d'autres restent immobiles, les yeux fixés sur les visages projetés. Chacun d'eux se souvient d'un lieu, d'un bruit, d'un visage aperçu cette nuit-là. C'est une Marseillaise de deuil, pas de triomphe, une Marseillaise de mémoire, d'unité. Cet hommage devient un moment suspendu, un instant où la France entière se retrouve face à elle-même. Les visages parlent d'eux-mêmes, la douleur, la dignité, la fierté aussi, malgré tout. Ce jour-là, dans le silence des Invalides, la République rend hommage à ses enfants et promet, sans le dire, de ne jamais oublier. Le 8 septembre 2021, presque 6 ans ont passé depuis la nuit du 13 novembre. Dans une salle spécialement construite au Palais de Justice de Paris, s'ouvre le procès hors norme, le procès des attentats du 13 novembre 2015. C'est le plus long, le plus vaste procès criminel de l'histoire contemporaine française. Un lieu à part, mi-tribunal, mi-mémorial. Pendant près de 10 mois, la salle deviendra un espace de justice, de vérité, mais aussi de douleur. Au centre, un nom que tout le monde connaît, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando, le seul à pouvoir dire de l'intérieur ce qu'il s'est réellement passé. Dès les premiers jours, la salle s'installe dans un rythme particulier. Pas de tension explosive,
mais un lourd silence danse. Chaque mot compte, chaque témoignage pèse. Les premières semaines sont consacrées aux parties civiles, des survivants, des blessés, des familles de victimes. Des centaines d'histoires se succèdent, toutes différentes, mais liées par la même nuit. Parfois la voix se brise, parfois le silence prend le relais. Le tribunal devient un lieu d'écoute avant tout, un lieu où la douleur trouve enfin les mots. Au milieu de ces récits, Salah Abdeslam garde d'abord le silence. Il baisse la tête, refuse de répondre. Puis peu à peu, il parle. Ses phrases oscillent entre provocation et contradiction. Il se présente comme un soldat de l'État islamique, mais dit aussi avoir renoncé à tuer, prétendant n'avoir pas déclenché sa ceinture. Mais les expertises viendront nuancer cette thèse. Sa ceinture était défectueuse et ne pouvait pas exploser. Ses paroles divisent, choquent, parfois révoltent. Les familles des victimes l'écoutent, impassibles ou en larmes. Un avocat résumera, il cherche à la fois à se justifier et à redevenir humain. Le procès, au-delà des mots, retrace la mécanique implacable de la terreur. Les magistrats, les enquêteurs, les experts détaillent la préparation des attentats, la radicalisation des accusés, les complicités en Belgique, les filières syriennes. Chaque jour, la salle d'audience assemble un puzzle de douleur et de compréhension. Certains accusés expriment des regrets, d'autres minimisent leur rôle ou se murent dans le silence. Le 29 juin 2022, après 148 jours d'audience, le verdict tombe. Salah Abdeslam est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du droit français. Les autres accusés reçoivent, quant à eux, des condamnations allant de quelques années à la perpétuité. La justice est rendue, mais pour les survivants, ce n'est pas une fin, c'est une étape, une respiration, une reconnaissance. Une femme dira en sortant de la salle: « Nous n'avons pas eu toutes les réponses, mais nous avons eu la dignité. Et face au terrorisme, c'est déjà une victoire. » Le 13 novembre 2015 a laissé une cicatrice profonde, une nuit de peur, de chaos, de courage aussi. 130 morts, plus de 400 blessés et des milliers de proches, de témoins, de secouristes marqués à jamais. Partout dans Paris, les plaques commémoratives rappellent aujourd'hui les lieux frappés, les terrasses, le Bataclan, le Stade de France. Chaque année, le 13 novembre, les noms sont lus un à un. Des gerbes de fleurs sont déposées, des familles se recueillent. Le silence, à chaque fois, en dit plus que les discours. Tout le monde se souvient ce qu'il faisait le 13 novembre 2015. C'est aussi le souvenir d'une solidarité immense. Un élan humain, spontané, silencieux. La réponse d'une société à la barbarie. Leurs noms resteront gravés. Le 13 novembre 2015, une cicatrice pour toujours, une promesse aussi, ne jamais oublier.